Vous allez maintenant écouter un podcast du Trio économique. Savez-vous que la version intégrale avec bonus est disponible sur patreon.com/isénéchal. Vous aurez accès au podcast dès qu'il est prêt, c'est-à-dire probablement environ 3 semaines avant la date d'aujourd'hui. Bon, ben salut tout le monde. Bienvenue au Trio économique. On a fouillé l'instant un peu. Vous êtes à chaque semaine à peu près 1500 à 1600 personnes à écouter nos niaiseries. Fait que bravo, vous êtes vraiment bons. Je sais pas comment vous faites. Mais merci de votre support. Vous nous avez sur YouTube avec... on est rendu à 3-4 semaines de retard, hein, Frank? C'est 3 semaines de retard, je pense, sur YouTube. Sur Patreon, c'est vraiment aussitôt que c'est prêt. Là. Généralement, on va taper le jeudi, puis dès le lundi, Frank va vous mettre ça sur Patreon. D'ailleurs, merci. On a un petit peu plus de retard à cause de la pause des fêtes. Là. On a pris à peu près 2 semaines de pause. Fait que là, ben, il y en a un qu'on avait fait juste avant Noël qui va sortir là. Mais sur YouTube, il va être là quelques semaines plus tard. Donc, on est rendu pas mal à la fin du mois de janvier. Là, donc, presque un mois de décalage. Exact. Fait que merci à ceux-là qui nous supportent sur Patreon. C'est assez rendu fou. Là. C'est 146 personnes là, qui nous donnent un coup de pouce. Tout ça va pour payer le salaire à Frank. Fait que good job tout le monde. Vous permettez à Frank de taponner dans du montage vidéo à semaine longue. C'est quand même assez intéressant. Puis après ça, ben, tout ce qu'on a à faire, nous, de notre côté, pour permettre ça, c'est d'endurer Vincent pendant 1h30. Fait que c'est pas si pire non plus. C'est un effort qui est considérable, mais j'espère que tout le monde vous apprécie notre sens du sacrifice. Ah, écoute, tout un sacrifice que tu fais, mais moi, je devrais arrêter de prétendre que vous êtes des saints ou quelque chose comme ça, parce que quand même ma femme qui m'a marié, là, elle, vous n'avez aucun mérite, vous faites vous avez un petit peu d'argent qui est impliqué là-dedans. Là. Moi, ma femme, pas ça du tout. Quand le célébrant a dit vous êtes maintenant unis jusqu'à ce que la mort vous sépare, as-tu eu comme une genre d'hésitation ou c'est... Non, je présume que la mort, c'est contrôlable comme facteur. Plus de même. Ça fait passer à la célèbre phrase de Churchill qu'il n'a sûrement pas dit comme toutes les autres phrases qu'on lui prête là, sur la dame qui arrivait puis la dame qui a dit si j'étais votre femme, j'empoisonnerais votre café, puis il a dit si j'étais votre mari, je le boirais. Il y en avait une qui était encore. Celle-là, c'est juste aussi la meilleure réplique ever. Celle-là, on ne sait pas non plus si c'est vrai, mais moi, c'est ma préférée, puis c'est celle que j'espère qu'elle est vraie. À un moment donné, pendant les débats, là, ça, c'est quand il retourne dans l'opposition après avoir perdu en 1945. Puis il allait redevenir premier ministre éventuellement au début des années 50, je pense. Après avoir perdu, tu as les travaillistes qui gagnent. Les travaillistes, c'est la gauche, et c'est les travaillistes qui essayent de nationaliser plusieurs industries en Grande-Bretagne. Puis pendant un des débats sur la nationalisation, Churchill, naturellement, est opposé comme étant un membre du Parti conservateur. Et il va aux toilettes et le chef des travaillistes, Clement Attlee, qui est le premier ministre, va aux toilettes aussi et il voit Churchill. Et Churchill se déplace de plusieurs urinoirs. Attlee, il dit pourquoi? Et il dit it's because when you socialists see something big, you either want to tax it, nationalize it, or regulate it. Il y a une partie de moi qui espère qu'elle est absolument vraie, cette citation. Il était funny, le bonhomme. Je suis pas mal sûr qu'il y a plein d'affaires qu'il n'a pas dit. Ben oui. Mais tu sais, c'est tout le temps romancé, c'était politique. Puis surtout dans ce temps-là, il n'y avait pas souvent des caméras. Tu sais, il était un peu incognito, puis il laissait... il était capable de contrôler le message pour de vrai. Aujourd'hui, avec les caméras en tout temps, puis les points de presse n'en plus finir, puis c'est filmé, puis ça, on se rend compte qu'ils sont vraiment tata. Là. Mais dans le temps, il contrôlait bien ce qu'il voulait montrer aux gens.
By the way, j'étais en train d'écouter la série Netflix World War II qui est en couleur. Sérieusement, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. J'écoute ça avec les enfants présentement. Puis mon plus jeune est moins intéressé. Mon plus vieux est super intéressé par ça. Fait que c'est une petite suggestion là, du temps des fêtes, une belle découverte qu'on a faite de notre côté. C'est impressionnant. Puis justement, ils sont capables de montrer un peu quel genre de bonhomme Churchill était à cette époque-là. Ouais, tu le vois un peu aussi, même si c'est ultra romancé, là, dans la série The Crown. Là. Au début, tu le vois, il est comme dans le bain, puis il crie à ce genre de servante au travers de la porte. Là, ça, c'est un peu n'importe quoi. Là. Mais, ouais, mais est-ce que c'est. Vincent, tu dois savoir ça. Est-ce que c'est Duplessis qui avait dit une année en chambre. Monsieur le Président, la moitié des gens de cette chambre sont des menteurs, en pointant l'opposition. Puis là, le président dit Monsieur Duplessis, vous demanderez de faire attention à votre langage. Puis il se relève et dit OK, la moitié des gens dans cette salle ne sont pas des menteurs. Moi, je la trouve juste parfaite, cette quote-là. Je suis pas mal sûr qu'il l'a dit, mais il avait dit aussi des affaires un peu plus grossières. À un moment donné, il y avait un journaliste du Devoir qui s'appelait quelque chose, c'était rien. Puis Duplessis a dit « C'est quoi ton nom, toi? » Et le journaliste dit « T'es rien. »« C'est ça, t'es rien, décalisse. » Apparemment, il aurait dit ça. Il y avait aussi, il y en avait une qui était connue, il dit l'éducation, c'est comme la boisson. C'est pas tout le monde qui est capable. Il y avait des quotes comme ça. C'est l'enfer. Ah non, mais c'était tout un personnage, Maurice Duplessis. Là. Ben, on aimait les gens colorés à l'époque. Tu sais, il y a des gens qui vivront jamais ça de leur vie, là, les plus jeunes. Hein. Si tu as 20 ans aujourd'hui, je veux dire, la couleur dans les médias traditionnels, tu l'as pas. Tu l'as sur TikTok, mais tu l'as pas pour vrai. Mais tu as des influenceurs, là. C'est dangereux, des influenceurs. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on verrait plus les affaires qu'on. Puis il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Je sais pas si vous vous souvenez, là, c'est le gars des mines, là, Michel Chartrand, là, il s'était présenté maintenant dans une élection partielle quelque part, puis Bernard de Rome commence l'entrevue lors de l'élection, puis comme « Ah, monsieur Chartrand, c'est votre anniversaire aujourd'hui. » Puis lui, il fait juste répondre « Le human interest, ça me fait chier. T'as-tu d'autres questions? » Que ça a été une campagne? Là, si tu voulais faire des commentaires convenables, hein, tu parleras d'un vote proportionnel. Il y a des comtés où le PQ a été battu par les gens qui protestaient. Mais ça, vous connaissez pas ça. Vous êtes des appendices du pouvoir. Non, je serais très content, M. Chartrand. Je vais vous signifier une chose. M. Chartrand, c'est qu'actuellement, les données, pour ce qui est de votre comté, le système informatique ne fonctionne pas, donc je ne suis pas en mesure d'avoir exactement... L'informatique ne fonctionne pas, c'est comme les comptes chez iTunes aussi, quand ils ne veulent pas payer, ils disent l'informatique ne marche pas. Bon, M. Chartrand, est-ce qu'on peut quand même vous souhaiter bonne fête pour le 20 décembre prochain? Vous aurez 82 ans, c'est merveilleux de vous voir là. Merci beaucoup. C'est gentil, le human interest, ça me fait chier. Ah, ben mon Dieu. Là, t'es comme, aujourd'hui, tu verrais plus jamais un truc de même d'un gars qui se présente à une élection et qui envoie chier un présentateur de télé en commençant l'entrevue, tu sais. J'ai écouté une cote d'André Arthur qui m'a fait rire dans le temps des fêtes. C'est à l'époque, genre, de Howard Stern, il était à Chaume FM, puis ils l'ont sacré dehors, puis peu importe la raison. Puis le Journal du Québec avait titré « Le prochain devrait être André Arthur », quelque chose de même. Fait qu'Arthur, le matin, il ouvre ses lignes, puis il reçoit les commentaires des gens. Là, t'as du monde qui appelle « Ouais, ben moi, je suis d'accord avec ça, monsieur Arthur, ça devrait être vous le prochain. » « Ah ouais, pourquoi, madame? » Puis là, il dialogue avec le monde, mais tu sais, tout ce qu'il fait, c'est juste poser des questions, puis le monde, il se mêle dans le lacet, dans leur argumentation, puis ils sont pas capables. Puis il finit comme en disant « La liberté d'expression, c'est pas pour Gaston Lheureux. Tout le monde aime Gaston Lheureux. La liberté d'expression, c'est pour les gens qu'on n'aime pas. » En même temps, t'es là, tu dis « Crime, c'est pas drôle. » C'est le genre de débat qu'on a encore aujourd'hui, puis il y a une grosse partie des gens qui le comprennent pas. Puis t'es dans un mood aussi. Je pense que c'est un texte de Pierre Foglia qui date de plusieurs années que j'avais vu passer à un moment donné. Puis il concluait son texte en disant « À l'intérieur de chaque personne, il y a un policier, un curé. » Puis c'est peut-être dur à comprendre les gens qu'est-ce qu'on veut dire par là, mais je pense qu'on le sent beaucoup ces temps-ci.
Ce qu'il essayait de dire, le bonhomme, c'est que on est moralisateur comme être humain. On aime pointer du doigt les gens. On aime imposer notre façon de penser aux autres. Puis c'est un trait de caractère qui est très humain, mais qui est de plus en plus exploité aussi par les politiciens. Ou pas de plus en plus, je pense que ça a toujours été exploité par les politiciens. Mais ça explique tellement de choses dans le monde dans lequel on vit des fois. C'est assez spectaculaire. Mais ces bonhommes-là de l'époque, je dis bonhomme parce qu'ils ne sont pas de notre génération, mais je veux dire, il y avait de quoi pareil entre les mains quand il parlait de ces affaires-là, mais aujourd'hui, t'es là, tu dis, qui reprend réellement ces discours-là? Ces discours-là sont rendus sur des plateformes pas accessibles par les autres, mais dans les médias de masse, c'est de plus en plus rare de trouver des gens qui ont ce type de caractère-là. Oui. Ben, l'humain est quand même une bête fascinante, là, pareil. Là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « À marche forcée », qui est de l'histoire d'un gars qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un Polonais qui travaillait pour faire un chemin de fer en Pologne pour les Russes. Puis à un moment donné, les Russes ont comme décidé que vu que les Allemands ont commencé à envahir la Pologne, ben, tous ceux qui n'étaient pas ultra pro-russes étaient des alliés allemands puis des collaborateurs. Fait qu'ils l'ont pris puis ils l'ont condamné comme pour 25 ans puis l'ont crissé dans un goulag. Puis il raconte un peu la vie là-bas puis tout. Puis le plus drôle, c'est qu'il raconte que à chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans le goulag. Puis il y a des gens qui arrivent puis ils sont comme genre, même si le régime les a pris puis les a foutus dans un camp, il y a encore du monde qui arrive, ils font comme ouais, mais tu sais, dans le fond, Staline, il a raison, là, c'est nous autres qui n'est pas correct. Puis, ils sont comme encore en train de défendre le régime, ils sont d'accord avec le fait qu'ils ont été envoyés pour 25 ans dans un camp de travail forcé. Ils sont comme genre, ouais, là, ils vont à c'est comme des messes un peu, mais au lieu d'être une messe, c'est un genre de rassemblement où il y a des preachers du régime qui viennent dire. Genre comment le monde capitaliste c'est pas beau, puis comment genre les idéaux socialistes c'est bon, puis tout. Puis ils vont à ces genres de messes-là, puis ils reviennent, puis ils disent ouais, tu devrais venir, tu sais, c'est bon pour nous autres. Puis tu sais, ils racontent tout ça, c'est fucké pareil. Là. Tu vois que les gens sont encore brainwashés, tu sais, même ton propre gouvernement, il te prend, puis il te sac dans un camp de concentration. Puis t'es comme moi, dans le fond, je l'ai peut-être mérité, tu sais. C'est fou, pareil, la psychologie humaine. Là. Après, tu te diras, c'est peut-être que pour passer 25 ans là-dedans sans avoir envie de mourir aux 5 minutes, il faut que tu te convainques de beaucoup de choses. Là. Ma femme, elle me contait une histoire de fun. Il y a une de ses employés qui faisait de la livraison, puis elle rentre dans une maison, puis là, la madame est là, puis elle dit hey, c'est pas drôle, hein? Ils nous ont encore enfermés, puis c'est la faute aux non-vaccinés, puis tout ça. Puis sa livreuse a répondu à madame, elle dit écoutez, madame, ce qu'ils disent à TVA, c'est pas tout le temps vrai, là. Ça reste que, je le vois quand j'écoute les affaires de World War II, là, toute la propagande qui était faite un peu aussi pour... Autant, on dit que la propagande, c'est la propagande nazie, mais non, c'est la propagande aussi au niveau des Alliés. Là. Il y en avait également de la propagande de ce côté-là. C'est là que tu vois comment que c'est quelque chose d'hyper important pour ces têtes dirigeants-là, les affaires de propagande. Puis c'est pas quelque chose qui est disparu avec les guerres mondiales. Là. Ça a été déguisé autrement, mais il y a encore des tentatives de propagande. Ce qui serait le fun, ce serait d'immuniser un peu la population contre cette propagande-là, mais t'es pas capable. T'es vraiment pas capable, puis encore moins avec une télévision qui a des nouvelles en continu tout le temps. C'est quasiment impossible. Là. Ben, tu sais, juste avant qu'on rentre dans le sujet qui n'est pas si éloigné de ça, pareil, hein, moi, ça fait des années que j'ai plus le câble là, chez nous. Je suis complètement cord-cutting. Puis quand j'écoute la télé, c'est parce que c'est Netflix ou Amazon Prime ou des choses comme ça. Mais quand je vais, mettons, dans de la famille ou peu importe, puis ils sont encore là-dessus, ça me saute aux yeux comment le fait que les bulletins de nouvelles en continu répètent des séquences très courtes de peut-être 2-3 minutes de bulletins. Puis c'est comme ça pendant des heures de temps. C'est comme fou l'effet que ça te fait psychologiquement, genre d'entendre le même truc répété de manière continue. Là, quand il y a un bulletin de nouvelles, mettons, ils vont parler, je sais pas moi, de le bilan du jour COVID. Puis là, tu l'entends, mais dans 5 minutes, tu vas l'entendre encore, dans 10 minutes, dans 15 minutes, dans 20 minutes. Puis si tu laisses la télé comme ça ouverte en fond, ça te crée, en tout cas, moi, j'étais comme, mais il me semble que je file pas, c'est comme ça te crée de l'anxiété de te faire répéter toujours les mêmes
les mêmes affaires. C'est un truc que tu vis plus, ça, quand tu as comme coupé ces trucs-là. Là, puis tu n'as plus ce que la génération, mettons, moi de mes parents, la télé, c'est comme un membre de la famille. C'est un peu toujours ouvert dans le coin, puis c'est un bruit de fond. Mais moi, je connais pas ça. Là. Chez nous, il n'y a pas de télé ouverte pour le fun là, de faire un bruit d'ambiance. Je sais pas, là, moi, ça me crée un genre de. Ça me crée un genre d'anxiété d'avoir tout le temps des nouvelles en continu. Là. Mais là, ce qui se passe avec Vincent, sérieusement, tu es en mode résolution. Tu as dit j'écoute les gens et je les laisse parler pour 2022. Tu es tranquille aujourd'hui. Il n'y a rien à rajouter. C'est déprimant, votre conversation. T'es en train de. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Dis-moi qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça. Okay, Dis-moi comment tu n'as pas fait le tour du sujet avec ça. Vincent, dans sa position de syndicaliste. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va y aller avec les sujets qu'on avait préparés. Je pense que c'est là qu'on est rendu. Ça fait 15 minutes qu'on dit des niaiseries. Là, fait que... Ouais, ben ça a quand même un lien pareil de parler un peu de tout ça. Puis parce que moi, le truc intéressant que je trouvais que un des trucs intéressants que tu as envoyé, Vincent, c'est l'espèce de papier d'un gars qui s'appelle Ivan Vasquez du Cato Institute, qui parle du déclin de la liberté dans le monde. C'est pas juste dans les pays sous-développés, si on peut dire, mais c'est dans pas mal partout. En fait, même on voit des régressions dans les 10 pays les plus populeux au monde. Ça compte même les États-Unis, puis plusieurs autres pays qu'on ne considère pas nécessairement comme des pays sous-développés ou en voie de développement. Puis moi, je pensais au début, parce que quand tu envoyais ça, je ne l'ai pas regardé tout de suite. Puis dans ma tête, je me disais, ça doit être un truc qui explique que justement, depuis la pandémie, il y a des déclins de liberté un peu partout, mais ça précède. Non, en fait, c'est ça précède. C'est que ça mesure pour 165 juridictions dans le monde, le niveau de liberté de 2008 à 2019. Puis ce qu'on observe, en tout cas, tu pourras compléter ce que je dis, mais ce qu'on observe, c'est que 17% de ces 165 juridictions-là ont eu un certain gain de liberté et 83% en ont eu, dans le fond, un déclin là, plus ou moins marqué. Là. Puis, c'est quand même assez... quand on voit les graphiques là, dans l'article, je les mettrai peut-être à l'écran, là, mais on voit, par exemple, en Inde, au Venezuela, bien en Hongrie, c'est une chute vertigineuse de liberté. Il y a Taïwan et l'Estonie qui en ont gagné un peu, si on peut le voir. Là. Mais tu sais, encore là, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement qu'ils en ont gagné par rapport à... Est-ce qu'ils en ont gagné par rapport aux autres qui en ont tellement perdu? Je ne sais pas comment interpréter nécessairement ces données-là, parce que dans le fond, c'est toujours des mouvements par rapport à un classement. Donc, tu peux avoir rien gagné puis monter dans le classement si les autres sont en déclin. Mais je ne sais pas ce que ça t'avait inspiré. Puis, mettons juste un peu de nous dire aussi, au niveau de la méthodologie, comment on fait pour mesurer ces trucs-là. Bon, il y a bien des détails là-dedans. Le premier, c'est que l'indice est une sorte d'indice qui est un indice relatif, c'est-à-dire que tu utilises le range de certaines valeurs objectives que tu observes. Fait que, mettons, tu étudies la taille de l'État. Tu prends le maximum puis le minimum dans celui-là, puis c'est eux qui vont établir un peu le barème à l'intérieur duquel tu as plus ou moins de liberté. Donc, c'est pas... en tenant compte de ça, ça a un petit effet. Fait que c'est un mélange, en fait. Je ne sais pas comment... Mathématiquement, je le vois dans ma tête, mais je ne sais pas comment le dire autrement que c'est pas un truc purement absolu. Okay? Donc, si tous les pays driftent vers le bas, en fait, si tous les pays driftaient également vers le bas, il n'y aurait pas de changement. Mais s'il y en a qui driftent vers le bas, je lève ton nouveau nom, s'il y en a qui driftent vers le bas, mais plus que d'autres, là, il va y avoir des changements. Donc, la question, c'est comment... En fait, il va y avoir un petit changement, même si tout drift en même temps. Mais en gros, là, quand tu vois ce que tu vois maintenant, ça veut dire que il y a vraiment une diminution importante de liberté à travers le monde. Et que c'est tant un truc que certains pays descendent plus que d'autres, et alors que quelques-uns réussissent à mieux faire, mais aussi, cela veut dire que c'est pas juste que c'est des changements relatifs, que c'est comme les quelques-uns qui sont très performants, qui font paraître les mauvais joueurs comme
étant mauvais, puis qu'eux, en réalité, ne se sont pas empirés. C'est vraiment qu'ils se sont empirés pour vrai. Ce n'est pas juste parce que les quelques bons sont particulièrement bons. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est déprimante. Puis quand je dis ça, je te dirais que depuis 2-3 ans, dans ma tête, puis ça, c'est l'image qui m'est venue, c'est les années 20, les années 30. Parce que c'est la période de l'entre-guerres, c'est vraiment une période malaisante socialement pour plusieurs personnes, puisque tu as la montée de plusieurs discours totalitaires et tu as, de manière presque à la mode, d'être anti-libéral, d'être illibéral et que... je ne dis pas que ça doit finir avec une guerre, mais je vois des parallèles avec les années 20, les années 30. Parce que ce qui se passe présentement, c'est que tu as des renaissances de mouvements populistes qui sont très puissants, avec des mouvements qui s'entrecroisent avec des tendances autoritaires, tant à gauche qu'à droite, là, soyons honnêtes. Tu as les Émilie Nicolas de ce monde et compagnie au Québec, tu as les Jean-Luc Mélenchon en France, tu as Gabriel Nadeau-Dubois, sa gang ici, tu as Éric Zemmour qui sont l'alternative de l'autre côté de la clôture à ces gens-là de la gauche. Et ça fait que, étrangement, dans la période actuelle, tu as une sorte de drôle de milieu où moi, des gens plus de centre-gauche, des Mathieu Bock-Côté, on se retrouve pas mal tous dans la même équipe de la grande famille libérale, mais que tu regardes puis tu es là, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui prennent la position qu'on a. Puis on est pas mal en retraite, en fait, constamment. Puis c'est dans les trucs qu'on observe là, c'est pas mal ma meilleure illustration. C'est quand même des politiciens centristes, en fait, ont fait des mesures pour justement placarder des mouvements plus extrêmes, des populistes. Et ce que tu as, c'est une déchéance de l'esprit de liberté, de l'espace de liberté que les gens ont, que ça soit tant économique que social, parce que l'indice en question, c'est pas juste. Oui, c'est ça, c'est un indice global, ça compte aussi les. Ben, tu sais, mettons, prenons un exemple concret là, pour que les gens se fassent une idée. Quand on parle, mettons, au Canada, de la légalisation ou décriminalisation du cannabis, ça, c'est quelque chose qui te fait grimper dans le ranking. Là. Mettons, si on prend quelque chose de bien facile à comprendre, parce que ça peut être un peu obscur, là, comment on mesure la liberté dans un pays ou pas. Là. Fait que, tu sais, ça, mettons, ça pourrait être un gain. Mais par contre, je sais pas moi, interdire ou mettre des bâtons dans les roues à Airbnb ou ce genre de truc-là, ça te fait baisser dans le, dans le ranking. Là. Mettons qu'on prend des exemples concrets pour qu'on comprenne là, comment c'est mesuré, ce genre de truc-là. Ben, en gros, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'indice habituel, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, là, fait que ça ne vaut pas la peine de rentrer dans le détail pour les auditeurs, mais ils ont repris l'indice des libertés économiques, celui qu'on parle tout le temps, droit de propriété, réglementation, inflation, mais ils ont ajouté aussi des trucs qui sont importants en espace de liberté, parce que tu veux avoir la liberté de t'exprimer, tu veux avoir un système qui est égalitaire devant la cour, tu veux avoir une liberté de religion, tu veux avoir une liberté d'assemblée. Est-ce que tu as des libertés sur former ton propre parti politique? Est-ce que les journalistes sont protégés? Est-ce que les sources des journalistes sont protégées? Est-ce qu'il y a des statuts différents pour les femmes dans les statuts de divorce? Est-ce qu'il y a des lois qui découragent ou encouragent la mutilation génitale, donc l'excision, par exemple, qui impose genre que tu ne peux pas faire ça? Ou, c'est des espaces de liberté pour les gens qui comptent, c'est-à-dire que si l'État dit c'est correct de mutiler un enfant, ben, il y a une sorte de violation de la liberté de l'enfant ici. Fait que, bon, il y a des critères un peu normatifs, là, tu pourrais t'ostiner si tu veux. Là, par exemple, je ne sais pas comment est-ce qu'ils codent genre la circoncision en opposition à l'excision, mais l'idée, c'est qu'en général, tu regardes la liste de ce qu'ils appellent les personal freedom là-dedans, qui est les trucs qui ne sont pas inclus dans la liberté économique. C'est toutes des choses que tu fais la liste avec peut-être une ou deux exceptions. C'est normativement, il va y avoir vraiment
pas de désaccord entre les gens là-dessus. Il n'y a personne qui pense que tu ne devrais pas avoir le droit d'ouvrir une église, de faire ce que tu veux à l'intérieur de ta religion, tant et aussi longtemps que tu ne violentes pas une personne. Oui, mais il y a quand même des désaccords à savoir. Il y a des gens qui trouvent ça normal que tu perdes ton emploi parce que tu as un signe religieux, mettons. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils codent ça. À un moment donné, tu peux pas tout coder, là. Ça devient difficile, mais il faut que tu t'imagines que c'est un bon esprit en tant que tel, que l'indicateur est quand même assez bon. Mais ce qu'on voit, c'est que le déclin que tu vois partout, là, ben, il inclut des trucs comme les États-Unis. Puis en fait, regarde bien, pour le fun, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sortir le Canada. Mais pendant que tu cherches ça, j'ai les États-Unis. Dans l'article, ça le dit vers la fin, qu'en 2008, les États-Unis étaient 7e sur les 165 pays, comme dans le fond, le 7e pays le plus libre. Aujourd'hui, en date de 2019, ils étaient 15e. Donc, dans le fond, c'est quand même un glissement pareil. Là. Mais moi, ce que je veux voir, c'est sur quelle composante le Canada a comme glissé en termes de liberté personnelle. Aux États-Unis, c'est facile à concevoir. Je veux dire, dans le fond, tu pouvais être républicain, tu pouvais être de droite et tu pouvais être inconfortable avec Donald Trump. Puis la plupart des gens qui étaient inconfortables avec Donald Trump avaient à peu près toutes les mêmes raisons d'être inconfortables, outre le style. Là. Le style, c'est quelque chose, là. Mais le niveau d'inconfort était très axé sur cette liberté économique-là. Fermeture des frontières. Les tarifs. Les tarifs, Buy American Act, toutes des choses comme ça. Où est-ce que tu dis, ça va pas dans la bonne direction. Le libre-échange est quelque chose qui doit être fait attention. Un discours très, très axé sur protéger nos jobs en Amérique, alors que là, on est en 2021, puis il y a une pénurie de main-d'œuvre. Je regarde à travers le temps, là, juste pour voir. Pour le Canada, il y a sur aucune des composantes de la liberté personnelle, il y a des pertes depuis 2008. Ce qui veut dire que l'entièreté de la perte pour le Canada économique. Est économique. Mais par contre, le Canada, même s'il y a un déclin, il faudrait souligner que le déclin n'est pas très gros pour le Canada, parce que je te lis le score qu'ils ont. Le score est sur 10. On ne devait déjà pas être très haut avant. Hein? Non, le Canada est quand même... on est comme les aussi. Ça, là, j'ai ça, les gens qui disent ça, mais généralement, le Canada, ça a toujours été un pays comme économiquement très libre. Puis en fait, ce que moi, je souligne dans mes travaux, c'est quand tu enlèves, disons, genre, le Québec. Le Canada est un des pays... Non, c'est encore mieux, je veux dire. Historiquement, parce que, par exemple, juste à l'époque, juste avant la Confédération, le Canada était une économie vraiment libre et à peu près aussi riche que les États-Unis. Une fois que tu enlevais le Québec, et qu'est-ce que le Québec avait d'unique relativement aux autres colonies britanniques? C'était que le système seigneurial avait été préservé là, qui donnait des monopoles légaux à des seigneurs. Donc, tu avais un régime qui était moins économiquement libre au Québec, qui datait de l'époque française. Juste une petite parenthèse. Tu enlèves cette institution-là, puis il n'y a plus d'écart de richesse entre le Québec et le reste du Canada, mais aussi entre le Canada et les États-Unis. Donc, puis les États-Unis étaient le pays le plus libre. Donc, historiquement, le Canada est un pays pas mal libre. Puis là, je vais laisser Yann y aller juste après ça, mais tu regardes le Canada. Le Human Freedom, là, c'est 8,86 sur 10 en 2008 versus 8,85 en 2019. Donc, OK, ça a baissé, mais ça n'a pas baissé autant. Non, exactement. Puis, ce qui me fascine, moi, tu sais, j'ai accroché quand tu as parlé du régime seigneurial, tu sais, qu'on a préservé ça au Québec, tout ça. Puis, à un moment donné, tu es tout le temps dans une impression, quand tu entends le discours ambiant, c'est que on perd, l'écart entre les riches et les pauvres n'arrête pas de s'agrandir, puis c'est une fatalité. Puis là, il faut corriger ça. Puis ça n'a jamais été aussi grand l'écart entre les riches et les pauvres. Puis Jeff Bezos, il a beaucoup d'argent. Puis il y a une femme maintenant qui est refaite de A à Z, qui est beaucoup trop jeune pour lui. Puis il va dans l'espace, puis il n'est pas fin. Puis... Mais j'étais en train de faire un Lego ces temps-ci. J'ai des passe-temps aussi dans la vie. Là. Puis c'est le Taj Mahal. C'est le cadeau de Noël de ma femme, super apprécié. C'est le fun, pendant que tu le fais, il y a des petites notes historiques à l'intérieur. Puis, tu sais, là, t'es là, le Taj Mahal en Inde, c'est fantastique, tout ça. Mais tu sais, je savais pas c'était quoi le Taj Mahal exactement. Je pensais que c'était un palais, tu sais. C'est pas ça pantoute, c'est une tombe. C'est une tombe pour une madame, éventuellement. Puis là, j'ai posé mes cercueils, justement, là, dans mon Taj Mahal miniature.
Mais c'est freak, parce que quand tu lis un peu, ils disent que ça a pris 22 ans à construire. En dollars d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Je peux-tu juste faire un petit commentaire là-dessus? J'ai ça quand les gens disent ça. Je comprends c'est quoi que tu veux dire, puis c'est pas faux, mais c'est parce que c'est pas la bonne manière de le compter. Parce que les indices qu'on sert pour ça, c'est basé sur les prix à la consommation et l'évolution des prix à travers le temps. Mais c'est pas vraiment la vraie valeur économique que ça, parce que les prix à travers le temps, ça ne dit pas le coût d'opportunité d'avoir embauché des gens pour construire ça. Ils n'ont pas été embauchés, c'était de l'esclavage pas mal. Là. Oui, bien, écoute, dans ce cas-là, c'est encore plus facile pour faire mon point. C'est qu'est-ce que tu devrais mesurer? Tu devrais mesurer le temps de travail qui a été investi là-dedans et au moins le temps de travail fois le taux salarial, mettons, par unité de temps. Bien, ça, c'est le coût économique que ça a. Puis quand tu regardes des affaires comme ça, j'avais une amie, Anne McCant, qui est prof à ton MIT. point, c'est que c'est sous-estimé. Ah, tout le temps, tout le temps. Elle, ce qu'elle avait fait, c'est quand même 1 milliard sous-estimé. Bien, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait regardé, ah non, c'est encore pire que ça, l'expédition de Christophe Colomb. Quelqu'un était arrivé récemment que c'était l'expédition qui était la plus rentable pour les Espagnols qu'il n'y avait jamais eu parce que ça n'avait pas coûté si cher que ça. Et regarde tout l'or qui est revenu en Espagne. Mais elle, ce qu'elle a dit, c'est que ce n'est pas le bon benchmark. Fait, ce que Anne a fait, c'est qu'elle a pris le temps de travail qui avait été investi là-dedans, le nombre d'individus. Le nombre de pertes humaines, sûrement. Le coût relativement en termes de jours de travail. Donc, la quantité de production totale qui avait été abandonnée pour ça. Mais là, tu arrivais à des coûts qui étaient faramineux et à la limite, ça arrivait que le taux de rendement qui avait été fait là-dessus, les Espagnols auraient été mieux de ne pas y aller. Ça arrivait carrément à ça, juste parce que tu utilises la bonne affaire. C'est-à-dire que les travailleurs qui étaient dans les bateaux, le temps qui a été investi là-dedans, ce qu'il faut que tu calcules, c'est la valeur présente nette du travail qu'ils auraient pu faire, le flot de revenus qu'ils auraient pu avoir. Pas juste le coût de l'investissement immédiat. C'est plus complexe que ça. Mais je pense que ce que tu viens de dire là, ça renforce mon point un peu. C'est que oui, ça renforce solide. Arrêtez de nous faire chier que l'écart entre les riches et les pauvres n'arrête pas de s'agrandir. La réalité, c'est que remonter un peu dans le temps, là, il y avait des places dans le monde où est-ce qu'on construisait des tombeaux qui prenaient 22 ans à construire avec de l'esclavage, puis qui, avec des mauvaises estimations qui sous-estiment, coûtaient 1 milliard de dollars. Ouais. Ben, les pyramides, c'est pas mal ça aussi. Là. C'était des tombeaux. Là. C'était pour enterrer le pharaon. C'est-tu ça, des écarts de richesse, il y a un peu? Ben, écoute, je montre à mes étudiants, je suis vraiment baveux, je leur dis que les écarts de richesse, c'est pas la même chose. Les écarts de revenus, c'est pas la même chose que des écarts de consommation. Pense juste à qu'est-ce que prend le monde, l'univers avant les réfrigérateurs. Juste pour donner un exemple ici de consommation. Si tu voulais conserver des aliments, il y avait une seule manière de le faire. C'était, en fait, il y a deux manières. Il y en avait une qui était la salaison, c'est-à-dire que tu salais les aliments. La deuxième méthode, et ça, tu vas par exemple à Mount Vernon aux États-Unis, qui est la maison de George Washington, ou à Monticello, celle de Thomas Jefferson. Ce que tu vois, c'est qu'il y a une sorte de pièce en arrière qui est très, très, très profonde. Il y a un puisard à l'intérieur. Et il y avait des blocs de glace qui étaient empilés là pendant les hivers. Et l'idée, c'est parce que la glace, ça prend beaucoup de temps à fondre lorsqu'il y a une masse qui est très élevée. Donc, il y a un effet de préservation. Donc, tu peux garder de la glace dans un environnement noir où est-ce que tu n'as pas beaucoup de lumière pendant vraiment longtemps, même s'il fait très chaud à l'extérieur. Pour ça, des fois, tu te promènes sur le bord d'autoroute puis il y a encore des blocs de glace, genre en mai, ou de neige, parce que il y a une grosse monde qui font ça avec des chalets. Là. Ben, c'est ça. Ils coupent la glace puis ils mettent ça dans un entrepôt. Là. Mais là, dis-toi, pose la question, à revenus différents, la personne riche, donc George Washington. George Washington était un des hommes les plus riches de l'histoire des États-Unis. C'est pour ça que je me sers de cet exemple-là. Il était à peu près 100 fois plus riche que le travailleur moyen en termes de revenus annuels. OK? Mais lui, il pouvait se permettre de réfrigérer ses aliments de cette manière-là. Donc, George Washington pouvait boire de quoi de froid toute l'année. Aujourd'hui, tu prends une personne qui a un revenu 100 fois inférieur à un pauvre versus un riche. Le riche est 100 fois supérieur
aux plus pauvres. Puis d'ailleurs, si tu regardes entre l'époque de George Washington et aujourd'hui, c'est le même coefficient de Gini, donc le même niveau d'inégalité. Mais c'est quoi l'ensemble de choix que le pauvre a accès? Il a accès à un réfrigérateur. Son réfrigérateur est clairement moins fancy que celui qui est riche, mais il y a le ratio de la dépense, donc disons le réfrigérateur du riche, c'est 25 000 $, celui du pauvre, c'est 200. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est le même ratio d'utilité que le ratio de dépense? Non, c'est pas exactement vrai. En fait, quand tu regardes à travers le temps et tu essaies de capturer ces gains-là d'utilité. Tu es en train de dire que le Wi-Fi sur un réfrigérateur, c'est pas si utile que ça? Ben, whatever. Dans son usage primaire, pas vraiment. Ben, je vais mettre ça de côté, là, parce qu'on va embarquer dans les colons comme Michel Blanc qui dit que l'Internet, c'est un droit humain. Ça, quand j'ai entendu ça à un moment donné, j'étais vraiment plus capable. Je suis à la radio, en plus, quand elle avait dit ça, puis j'étais avec elle dans une entrevue. C'est un droit humain. Ah, elle avait dit ça, puis j'étais là, puis je mordais mon frein. C'était... Mais mettons ça de côté. Le ratio de la dépense, c'est pas le ratio de l'utilité. Donc, tu sais, quand les gens parlent d'inégalité, là, ça montre qu'ils ne savent pas exactement de quoi ils parlent parce qu'ils font juste regarder des signes de dollars. Et nous, comme économistes, ce qu'on dit, c'est que le changement dans le signe de dollar que tu as va être le même que le changement dans l'utilité que tu as par unité dépensée. Mais ça ne veut pas dire que la corrélation, c'est 1 pour 1. Que tu augmentes de 1 ton revenu, tu augmentes ton utilité de 1 En fait, il y a des bonnes manières de croire que ça ne marche pas comme ça. Mais je peux-tu illustrer ce que tu viens de dire d'une façon très concrète que les gens vont comprendre? Il y a beaucoup de gens pendant la crise de la pandémie qui ont fait plus d'argent qu'avant la pandémie. Moi, je lève la main, j'en fais partie. Je ne suis pas seul. Il y a plein de gens que c'est comme ça. Il y a beaucoup de mes clients que c'est très apparent qui font plus d'argent présentement qu'avant la pandémie. Sauf qu'avec toutes les limitations qui sont en place, tu n'es pas capable de profiter de ton argent de la même façon. Tu n'es pas capable de voyager facilement. Tu n'es pas capable d'aller au restaurant facilement. Tu n'es pas capable d'avoir le même plaisir qu'avant. Même quand tu fais des activités, tu as des choses qui sont chiantes. Est-ce que le bonheur des gens a augmenté avec le revenu? Est-ce que l'utilité de l'argent a augmenté pour les gens? La réponse, c'est définitivement non pour bien du monde. Dans un contexte où est-ce que tu ramènes une liberté puis tout ça, OK, on en reparlera, mais t'es vraiment... Ça sert à quoi de gagner plus d'argent quand ce que tu peux faire avec est restreint? Ça n'a plus la même utilité de faire de l'argent là, à un moment donné. Oui, en fait, tu l'as bien résumé. Je ne sais pas si je l'aurais dit comme ça, mais je ne vois pas le problème dans la manière dont tu l'as dit. Ça a l'air assez précis. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ne voient pas ce qu'on est en train de parler. Pour vrai, quand je dis aux gens, pense juste à ce que... En fait, il y a Don Boudreau, qui est un de mes collègues ici à George Mason. Il dit la personne la plus pauvre des États-Unis aujourd'hui a un niveau de vie supérieur à John Rockefeller quand il était au pic de sa fortune. Puis quand il a dit ça, j'étais là, je pense pas que tu as tort, parce que John Rockefeller, aussi riche qu'il était, je veux dire, n'avait pas accès aux soins médicaux qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le transport aérien, il n'y avait pas une tonne d'affaires. Je suis sûr que si tu demandais à une personne, là, l'exemple étant extrême, je ne suis pas sûr qu'il y aurait des gens qui seraient prêts à faire le switch dans le temps, dans l'exemple que je donne. Est-ce que tu veux changer ta place avec John Rockefeller? Mais on donne toute l'information à la personne là, sur les faits, sur c'est quoi la vie back then. Je suis pas mal convaincu que même si tu es la personne la plus pauvre aux États-Unis, il va y avoir des gens qui vont dire non, je ne veux pas changer de position parce que je ne veux pas perdre mon Internet ou je ne veux pas perdre la capacité de prendre l'avion, d'aller voir des gens ou je ne veux pas perdre X ou Y puis vivre dans le passé. Puis je suis sûr que plus tu montes l'échelle des revenus, plus il y a des gens qui vont dire non, je n'ai pas envie d'échanger ma position avec John Rockefeller justement parce que la qualité de vie a augmenté tellement massivement
mais que même le plus pauvre aujourd'hui comme vit beaucoup mieux en termes d'utilité. Le plus pauvre en pays développé, là, gardons ça. En pays développé, oui, en pays développé. Le gap d'utilité entre le plus pauvre et le plus riche est beaucoup plus petit qu'à travers le passé. Et non, c'est ça, mais on a une preuve de ça. Je pense que j'en ai déjà parlé ici. Il y a plusieurs articles bien connus qui regardent les inégalités dans ce qu'on appelle le life satisfaction. Puis life satisfaction, c'est que tu mesures, en fonction du parcours de vie que tu as eu, la satisfaction que tu as. Et ça, là, cette mesure-là est vraiment bien corrélée avec le revenu des gens. Okay, donc, plus précisément, les changements dans le revenu des gens sont très corrélés avec les changements dans cette mesure-là. Et ce qu'on voit, c'est que même si les inégalités de revenus augmentent à travers le temps, les inégalités de satisfaction de vie diminuent. C'est-à-dire que les gens s'estiment de plus en plus heureux. Et ça fait du sens avec l'idée d'un monde où tu es tellement riche que tu peux trouver des manières de te satisfaire qui ne sont pas nécessairement basées dans le revenu, mais que tu as quand même vraiment une grande quantité d'utilité, de bien-être que tu dégages, que tu obtiens, excuse-moi, relativement aux alternatives. Et donc, que tu es là comme... en fait, un exemple aussi que j'aime donner dans mes cours, c'est imagine un... OnlyFans? Ah, quoi? Sure. L'exemple que je donne dans mon cours, c'est des... je vais juste passer par-dessus ton commentaire. C'est entre un moine bénédictin et un banquier. Je dis, est-ce que tu penses... Le banquier est 1000 fois plus riche que le moine bénédictin. Est-ce que tu penses que le moine accepterait d'échanger? Mettons qu'il n'y a aucune barrière. Il n'y a rien de légalement qui empêche le moine. Même le moine a l'option de le faire, mais il refuse de devenir banquier. Est-ce que c'est vraiment une inégalité? C'est une égalité de revenus, mais est-ce que c'est une inégalité de bien-être? Tu es en train de me dire que pour 1000 fois le revenu qu'il a comme moine, le moine ne veut pas changer de position. C'est pas il n'y a plus... Si tu respectes des principes de base en économie, il n'y a aucune inégalité. Là. Tu peux pas présumer qu'il y a une inégalité dans un cas comme ça, parce que si la personne avait un choix, que le choix était plausible, qu'elle pouvait l'accomplir, mais qu'elle le refuse, ça veut dire que la différence du gain monétaire est inférieure à la différence du gain d'utilité. C'est le choix que la plupart des gens font sans s'en rendre compte, d'une manière dans l'agrégat qu'on mesure en voyant le nombre d'heures travaillées diminuer. Fait que, quand on mesure juste le salaire brut, sans mesurer... Déjà là, quand tu commences à mesurer le salaire hebdomadaire, t'es mieux. Quand tu commences à mesurer le salaire horaire, t'es là, tu dis à ta peu, là, ça n'inclut pas tout. Mais quand tu regardes vraiment la qualité de vie que tu peux avoir en travaillant 28 heures semaine aujourd'hui versus à travailler 40 heures semaine il y a 15 ans, c'est pas la même qualité de vie dans les deux cas. Là. Mais est-ce que ça se peut qu'on confonde, quand je disais 11, c'est un 11 générique, là, on s'entend, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui... Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui confondent la richesse, la qualité de vie matérielle, ce genre de choses-là dont on vient de parler, avec l'influence et le prestige? Parce que, tu sais, ce dont beaucoup de gens parlent quand tu arrives avec ce genre de débat-là, c'est qu'ils vont te dire, ouais, mais M. Rockefeller ou Louis XIV, oui, mon matelas est plus confortable que ceux qu'il y avait à l'époque dans mon lit, mais eux, ils avaient une influence sur la société que moi, j'aurais jamais. Je suis sûr que des gens qui sont sur des power trips aimeraient ça, avoir la capacité d'avoir plus de power trips. Mais la réalité, c'est que si tu mesures l'utilité en omettant le power trip que tu peux avoir, il y a personne qui... Puis ça, c'est parce que je ne mets pas pour le plaisir de mettre, je mets parce que normativement, je pense que de dire que tu as de l'influence sur d'autres personnes, que tu as du pouvoir, que tu cherches, disons, à influencer le jeu politique, c'est pas quelque chose qui devrait... Comme on dit en économie, that's not a good, that's a bad. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec Frank. Je suis sûr que ta machine temporelle que tu parles, là, elle existe demain matin. Il y en a qui choisissent d'aller à prendre la place de Rockefeller. C'est sûr dans ma tête. Évidemment, si tu fais une étude psychologique de ces gens-là, assez rapidement, tu vas tomber dans le narcissisme. Là, on a tout compris. Mais l'avion là, de Sunwing du Mexique, il y a 2-3 personnes là-dedans qui diraient oui. Là.
Ouais, on peut juste la modifier en ajoutant une petite condition. Tu n'as pas le droit de faire de politique ou tu n'as pas le droit d'utiliser cette fortune-là pour avoir de l'influence. Tu peux juste t'en servir pour consommer, vivre ta vie au quotidien. Là, tu n'as plus personne. Ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont le faire. Donc, non. Ouais, mais mettons si tu prends l'exercice de. Je peux y aller plus simple. Louis XIV était moins riche comme personne. Avait une qualité de vie inférieure à une personne de classe moyenne aujourd'hui au Canada. Si tu veux y aller comme ça, là, tu veux éviter toutes les petites complications puis les gens qui vont faire du net picking, ben, l'exemple est quand même pas mal bon. En fait, je vais envoyer à Frank le lien pour qu'il puisse le mettre dans les trucs. Là, Et je suis d'accord sur le fond avec ce qu'on dit. C'est juste que moi, j'ai l'impression qu'il y a dans l'évaluation des inégalités, il y a des gens qui accordent beaucoup plus d'importance à l'influence puis au prestige qu'aux revenus. T'sais, si, mettons, tu es membre du clergé en 2021, ton influence sur la société est probablement beaucoup moindre, même si ta qualité de vie est supérieure, qu'un curé de village des années 40, 30 au Québec ou dans un endroit où ces gens-là avaient une influence quand même assez particulière. Là. Est-ce que ça ne veut pas dire que les gens ils accepteraient de revenir dans le temps puis avoir des conditions de vie misérables pour avoir sur le village une grosse influence, mais quand ta principale préoccupation ou ta principale activité, c'est d'amener des gens dans ton mouvement, ça peut avoir une importance considérable. Et je pense que c'est ce qui influence beaucoup la réflexion un peu naturelle que plein de gens ont sur les inégalités. Là. C'est de dire, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, que ma vie aujourd'hui est meilleure que celle d'un riche d'il y a 100 ans, mais j'aurai jamais l'influence que cette personne-là avait à l'époque dans la société. Grosso modo, c'est ça. Oui, je pense que tu as raison. Là, c'est une bonne manière de le dire, mais entre nous autres et les auditeurs, pourquoi ça serait une bonne chose de vouloir de l'influence sur d'autres personnes? Là, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Là, si on fait un jugement c'est rare que j'embarque là-dedans là, parce que je ne suis pas fan de faire ça comme économiste, de faire des jugements de valeur. Mais des fois, ça vaut la peine juste de faire l'exercice un petit peu. Toi, tu n'aimes pas ça faire des jugements de valeur. Non, mais pas dans mon. Je vais reformuler. J'aime pas ça faire des jugements de valeur. Lorsque c'est le temps de faire de l'analyse de politique publique, de l'analyse positive, tu devrais évacuer ça. Mais il y a des choses que j'ai le droit de préférer à d'autres choses. Okay? Comme être humain normal. Comme être humain normal, j'ai le droit de préférer certaines choses à d'autres choses. Puis notamment l'idée que d'avoir de l'influence sur une autre personne. Puis là, tu vois la phrase des libertariens, la joke sur les libertariens, c'est que ça commence généralement avec Ayn Rand. Il y a tout le temps une sorte de bref romance avec le personnage John Galt et l'idée que tu refuses d'avoir des relations avec d'autres personnes sur une autre base que la nature consensuelle de l'échange. Ben ça, c'est resté quand même chez moi, même si je ne suis plus du tout un fan de Rand. J'ai quand même gardé Qu'est-ce qui t'a fait débarquer? Je suis curieux, sérieux. C'était trop dogmatique, c'était trop rigide comme cadre d'interprétation. Je n'aimais pas la vision de la charité qu'elle avait en général. Je pense que c'est correct. En fait, l'idée, c'est vraiment l'homme fort versus l'homme faible. Puis les faibles, c'est des looters. J'ai toujours trouvé que c'était comme trop dichotomique, puis ça n'expliquait pas assez l'univers autour de nous. Puis c'était tout à fait possible d'être un libertarien sans un idéal. Puis en fait, dans le terme objectiviste, il y a vraiment quelque chose d'important. Objectiviste, ça veut vraiment dire qu'il y a une valeur objective. Alors que, comme économiste, c'est vraiment presque impossible de tenir cette position-là. Surtout que l'utilité est fondamentalement subjective. C'est très difficile, en fait, strike that, impossible de faire des comparaisons d'utilité de deux personnes, à moins qu'il y ait un choix. C'est uniquement dans l'action que tu vois la révélation vraiment des préférences des gens. Puis là, tu peux faire une évaluation des individus. Au mieux, tu peux faire des évaluations ordinales, c'est-à-dire que lui préfère A à B, mais tu ne peux pas dire de combien tu préfères A à B. Mais les objectivistes, les Randians, peuvent prétendre que c'est
kind of possible, mais c'est pas le cas. Mais quand je disais, tous les libertariens qui commencent avec ça, il y a quand même des fois toujours des petits trucs qui restent de Rand après qu'ils aient fait leur transition. Moi, ce qui est resté, c'est que l'idée que tu as un échange avec une personne sur une autre base, que tes relations sont déterminées sur une autre base que le volontariat, il y a quelque chose de moralement répréhensible d'en chercher à manipuler les gens, à imposer par autre chose que la pédagogie ou la suasion. Donc, tu me dis, quand Frank dit, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient ça, fine. Comme économiste, c'est vrai qu'il y a des gens qui valorisent ça. Comme des gens veulent devenir politiciens. Oui, mais il y a quand même plusieurs choses. Il y a quand même temps, plusieurs choses qui restent de Rand qui sont, je dirais, un peu intemporelles. Là. Par exemple, quand elle dit que le racisme est la forme la plus primitive de collectivisme, puis elle explique un peu toute cette... Je veux dire, ça, c'est elle a complètement débattu la philosophie collectiviste. Là. Je veux dire, il n'y a aucun moyen pour moi de se revendiquer de ça aujourd'hui si tu as lu Rand. C'est ça que je comprends. En fait, Ayn Rand, je pense que c'est le bulldozer parfait. Dans le sens que si tu veux détruire socialiste, communiste, si tu veux expliquer le monde dans lequel on vit d'une certaine façon, tout ce qui t'écoeure dans le monde dans lequel on vit est parfaite. Elle a réussi à le faire vraiment bien, de manière imagée. Puis comme tu dis, quand tu dis que tout le monde commence un peu par Ayn Rand, c'est logique parce que as-tu le goût de commencer avec des textbooks? Ben non, tu as le goût de commencer avec un roman. Non, en effet. Avec un roman, là. Mais c'est vraiment dur de savoir quoi faire parce que son pouvoir prédictif est assez médiocre. Je veux dire, le Atlas Shrugged, la rébellion. Ça n'arrivera jamais, ça. Mais est-ce que le but, c'était vraiment de prédire? Je ne sais pas. Non, mais en même temps, dans ce qu'elle a fait après, dans comment elle essayait de façonner son mouvement, il y a une super biographie d'elle par Jennifer Burns qui montre son évolution intellectuelle. C'est vraiment un drôle de personnage, Ayn Rand. Je pense que les vertus qu'elle a, ça je peux les dire comme ça, c'est la méfiance à l'égard de tout discours qui a tendance à homogénéiser. Je pense que c'est important. Donc, c'est probablement l'antidote le plus important contre l'autorité. C'est-à-dire, c'est tout un shock treatment que tu te fais, mais c'est celui-là qui te rend le plus immunisé, même si après tu te modères sur certains points, qui t'immunise le plus contre des tentations autoritaires. Mais vraiment beaucoup. Donc, il y a ça. L'autre chose, c'est le respect des entrepreneurs, que vraiment, là, tu peux obtenir chez elle puis garder après en éliminant le reste. Et je ne sais pas si j'ajouterais ça, mais moi, la chose qui m'a toujours fasciné, c'était que c'est Ayn Rand qui avait une réponse étrange en économie sur comment financer les biens publics. C'est la seule personne que je connais qui pense que c'est possible de financer le gouvernement par des méthodes volontaires. Et sa méthode volontaire... Non, mais c'est assez impressionnant parce que, sans le savoir, puis ça, c'est parce qu'elle était tellement intransigeante qu'elle n'a pas été capable de converser avec qui que ce soit d'autre, mais son point, c'était que tu pouvais financer le gouvernement de manière volontaire avec, par exemple, des loteries. Et historiquement, les loteries, c'était une des manières que les gouvernements se finançaient le plus pour des biens publics, pour des choses que le marché peut-être ne pourrait pas produire aussi facilement, ou gérer des externalités ou des problèmes, des remèdes aux externalités. Ayn Rand avait proposé que les loteries, ça fonctionnerait bien. Et tu peux trouver des centaines d'articles sur les loteries en Grande-Bretagne pendant le 18e, le 17e, le 19e siècle, comment ça finançait les dépenses publiques. Aux États-Unis, pendant la période coloniale, comment les loteries faisaient ça. Les loteries, c'est vraiment étrangement super efficace pour financer les biens élémentaires parce qu'ils sont capables de générer pas mal les revenus suffisants pour ce qu'on appellerait vraiment les fonctions régaliennes de l'État. Puis les économistes ont seulement vraiment récemment redécouvert ce mécanisme-là. Tu cherches genre Public Goods and Lotteries dans Google Scholar. Puis la littérature, il y avait des économistes classiques qui étaient au courant, genre au 18e, 19e siècle. Smith en parlait, je pense. Puis après ça, tu n'as rien jusqu'à comme 1990. Ouais. Puis après, ils disaient « Hey, ça marche! »
Parce que les gens qui contribuent, c'est ceux qui ont la plus grande utilité marginale, blablabla, puis en plus, ils retirent quelque chose du processus, puis là, ça règle le problème, puis c'est comme, en fait, c'était comme du crowdfunding, en gros. Puis ça marche. Puis là, ils sont comme, hey, j'avais jamais pensé à ça. Oui, bien, la personne qui y avait pensé, je ne suis pas sûr, une des personnes qui a essayé de mettre l'idée en résurrection, c'était Ayn Rand. C'est peut-être la troisième chose que je pense qu'on peut garder d'elle comme intéressant, c'est-à-dire que c'est possible d'avoir... En fait, quand tu lis Ayn Rand, ce que tu te rends compte, puis ça, je vais sur toute réserve parce que c'est ma perception, là, mais on sent un syndrome d'Asperger un peu de son côté. Là. Elle a été traumatisée aussi dans sa vie. Son père était un pharmacien, mais le gouvernement soviétique a volé sa pharmacie. Là. Ils ont été sacrés quasiment comme clochards dans la rue. T'sais, si on avait vécu ce genre de truc-là, nous autres aussi, on ferait peut-être des fixations sur certains thèmes. Là. Oui puis non, parce que je veux dire, je connais un peu le dossier. Là, je dis pas qu'elle est Asperger, mais mon guess, c'est que dans le temps, c'était juste pas diagnostiqué. Ou, en tout cas, j'ai déjà lu un peu qu'il y en a qui soupçonnent qu'elle l'était, puis tout. Mais moi, quand je la lis, c'est ça que je vois un peu. Elle a sa vision du monde, où l'intransigeance, ça vient directement de là. Puis c'est vrai qu'elle est extrêmement intransigeante. Puis quand tu arrives, tu te mets dans la perspective de, OK, admettons que je prends pour acquis que cette dame-là serait Asperger et je relis le livre ou je recomprends le livre de cette façon-là, je vois beaucoup de parallèles. Énormément de parallèles. C'est pour ça que c'est beaucoup très blanc ou noir dans ces affaires. Il y a beaucoup de dichotomie, justement, un peu comme tu disais. Là. Ça manque de nuances énormément à son propos, puis c'est pas pour rien. Mais moi, j'attribuerais beaucoup ça de sa façon d'être de cette façon-là. Puis je sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, je m'en fiche un peu, honnêtement. Mais quand je la lisais, c'est de même que je le voyais. Ben non, c'est pas vrai. Quand je le lisais, je le voyais pas de même, mais maintenant que je connais mieux c'est quoi un peu le syndrome d'Asperger, je te dirais, de cette façon-là, on explique beaucoup de choses avec Ayn Rand. Puis, seule affaire, c'est que dans une perception comme ça, c'est là que tu comprends que le monde qu'elle s'imagine, ou la prédiction un peu comme tu disais qu'elle essaie de faire, est complètement impossible. Si tu trouves juste des gens comme elle, puis tu essaies de faire une île, puis tu es réellement capable de protéger cette île-là, fair enough, il y a peut-être quelque chose à faire, mais d'office, si tu veux créer sa société, tu dois exclure 99% du monde. Parce qu'un être humain normal qui a des émotions normales ne veut rien savoir d'un modèle comme ça. Là. C'est impossible. Écoute, là, tu parles de si tu penses qu'elle était Asperger. Dans la partie que les gens trouvent un peu étrange chez elle, c'est toute sa vision de la sexualité qui avait été vraiment controversée. Je ne sais pas comment le résumer exactement, mais c'était pas exactement un amour libre, mais c'était tu peux pas être dans un couple avec une personne parce que l'autre ne peut pas te posséder. C'est-à-dire tu peux avoir une relation privilégiée avec une personne, mais tu ne peux pas être l'objet d'une autre personne. Et la manière dont c'était dit, était vraiment étrange. Puis elle vivait cette philosophie-là complètement. Puis ça avait créé des grandes chicanes avec Leonard Peikoff, je pense, ou l'autre qui était... avec Isabelle Patterson aussi, puis d'autres personnages. Non, mais il y avait un autre personnage que j'oublie son nom qui était dans son mouvement. Mais le comportement qu'elle a... Là je ne dis pas que je sais la réponse, mais je regarde maintenant, j'ai comme été sur... j'ai été sur Google Scholar, j'ai écrit Sexuality and Autism, juste pour voir, tu sais, c'est quoi, s'il y a des comportements sexuels différents chez les gens qui sont... Parce que c'est la manière de savoir, c'est... On sait qu'elle a eu ce comportement-là. Est-ce que ce comportement-là est corrélé avec Asperger ou d'autres formes de Autism Spectrum Disorder? Ce qu'ils disent, c'est que fait que là, je vais lire la phrase clé. Like non-affected adults, donc les gens qui n'ont pas des syndromes de l'autisme, individuals with autism spectrum disorder show the entire range of sexual behaviors. However, due to the core symptoms of this disorder spectrum, including deficits in social skills, sensory and hyper and hyposensitivity, and repetitive behavior, some ASD individual might develop quantitatively above average and non-normative sexual behaviors and interests. Donc, ils vont avoir des comportements... Là, la manière de réduire la dernière phrase que j'ai dit, c'est que si je la comprends bien, ça veut dire que
à cause des traits de personnalité qu'ils ont, ils ont des bonnes chances de développer des comportements qui apparaissent très différents de la norme. Ainsi, je ne sais pas si dans ce cas-là, ça s'applique, mais ce que Yann vient de dire semble plausible. Bon, je ne suis pas psychologue. Ah, moi non plus. J'ai juste été voir le premier article de littérature, mais à première vue, ça a l'air plausible. Mais si dans les auditeurs, en fait, s'il y a un auditeur qui a un background en psychologie ou qui a un background avec des gens qui, des travailleurs sociaux, des gens qui deal avec des gens qui ont des problèmes de l'autisme. Moi, ça vient quand même. Moi, c'est mon fils là, qui a un syndrome, mais vraiment léger. Mais, mais je pense pas que les comportements. À l'âge de ton gars, si tu es capable d'observer les comportements sexuels, je serais vraiment mal à l'aise. Oublie le bout sexuel. C'est pas ça du tout. Je serais bien mal à l'aise. C'était vraiment pas là que j'étais dans ma tête. Non, c'est un syndrome, je veux pas qu'on s'est informé beaucoup au fil du temps. Des fois, justement, quand tu es un peu trop informé sur un sujet, tu viens qu'à le voir partout aussi. Là. Fait que c'est un biais de. Peut-être aussi. Un biais, je sais pas comment on appelle ça. Là, mais... Un biais de confirmation. Oui, parce que c'est aussi possible qu'elle ait eu ces comportements-là juste à cause de ce que Frank a dit. Là. Je veux dire, quand tu es en URSS, tu sais. Ouais, exact. L'idée que quelqu'un, tu sais, ait n'importe quelle forme d'autorité sur toi, c'est possible que tu aies une réaction, que tu aies l'urticaire à la simple suggestion de. Il y a ça, il y a une autre explication. Il y a une autre explication aussi qui est quand même assez simple, c'est que en général, les auteurs qui ont écrit énormément, c'est son cas. Beaucoup de gens parlent d'elle, mais je veux dire quoi, 1% des gens qui s'intéressent à Ayn Rand ont lu pas mal tout ce qu'elle a fait, là, parce qu'il y a énormément de trucs, il y a énormément d'articles, de papiers, sur toutes sortes de sujets. J'ai lu beaucoup d'elle, puis j'ai même pas lu, je pense, un quart de ce qu'elle a écrit. Moi non plus. Le point, c'est que en général, les auteurs qui écrivent énormément ont raison sur beaucoup de choses et se trompent sur beaucoup de choses aussi. Quand tu regardes un personnage comme Jean-Paul Sartre, il s'est trompé à peu près toute sa vie, mais il écrit sur tellement de sujets qu'à un moment donné, dans le tas, il finit par avoir raison sur quelque chose. Ouais, mais Jean-Paul Sartre écrivait, je ne sais pas c'est qui avait dit cette phrase magique-là, mais Jean-Paul Sartre écrivait une nouvelle métaphysique à chaque semaine pour sauter une nouvelle étudiante à chaque semaine. Mais il y a une chose aussi, vous la voyez toute passer, la phrase. Excuse-moi, mais Jean-Paul Sartre, là, je m'excuse, mais c'est le personnage qu'on devrait pour toujours ignorer comme étant un des êtres humains les plus abjects qui a existé. Pour vrai, là, c'est vraiment une des grandes pourritures du 20e siècle. On a beaucoup de gens dans nos connaissances. Et sa femme. Il y a beaucoup de gens dans nos connaissances qui disent souvent la phrase ces temps-ci, les complotistes avaient encore raison. Mais je veux dire, ce que vous venez de décrire là, c'est exactement ça. Moi, ma perception des choses d'un complotiste là, depuis le début de la pandémie, c'est quelqu'un qui n'est pas un 12. Là. Il y a un Uzi dans les mains. En fait, il y en a deux. Il est dans une petite salle fermée de 15 par 15, puis il tire partout. Puis il tire partout. Là. Puis là, quand il a fini de tirer, là, il dit « Hey, check, j'ai pogné 6 cibles. » Oui. C'est un peu ça pareil. Là. Il y a aussi une expression, ça fait avec l'expression que je dis tout le temps. Une horloge brisée a raison 2 fois par jour. Exactement. On les vit en finance, c'est les Dr. Doom de ce monde. Ils prédisent une drop du S&P 500 à tous les ans. Ils disent à tous les ans que ça va dropper de 20%. Puis l'année qu'ils ont raison, après ça, ils disent « Vous vous rappelez en 2008? » C'est le même genre de monde. Il y en avait un gars sur Internet, je ne me rappelle plus de son nom, mais il avait justement, il faisait un genre de revue économique où il disait, il comptait genre le nombre de pertes d'emploi, puis il était comme, hey, là, on s'en va vers un crash immense, puis il disait, genre, je sais pas trop, il parlait de les finances du Vatican, là, puis il disait, au Vatican, là, ils ont plein de problèmes financiers, Puis là, mané, comme pas longtemps après, Benoît XVI a démissionné, ce qu'il ne faisait jamais depuis, genre, l'an 1200, je sais pas quoi, pour un pape. Là. Puis il était là, regardez, c'est la preuve que j'ai raison, il y a des scandales financiers autour d'eux. Puis t'es comme, le gars aussi, il peut être juste malade, puis il veut sacrer son camp, là, tu sais. On peut trouver dans n'importe quoi des confirmations de ce qu'on veut bien. Non, oui, exactement. Il y avait, ce que tu viens de dire, ça m'a fait rappeler, il y avait une quote sur Nouriel Roubini, qui était... Ouais, le gars de Sapiens, ça? Non, Roubini, c'est Harari. Harari, ouais, c'est ça. Tu penses à Yuval Harari. Nouriel Roubini, je pense qu'il était à Stern, il était à l'Université de New York. Je sais être sûr. New York University Stern School of Business. Il y avait une joke sur lui
parce que c'est un macroéconomiste, qu'il avait prédit 7 des dernières 4 récessions. Mais ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent, ça, avec les clients. Ça fait moins partie de mon discours à ce temps, je l'utilise moins, mais il y a été un temps, je disais aux gens, généralement, la bourse, c'est un bon prédicteur de crise économique. On a été capable de prédire les 10 derniers marchés boursiers baissiers ont prédit les 6 dernières récessions. Ce que tu veux dire un peu, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a une récession, la bourse l'a effectivement prédit, mais c'est pas parce que la bourse a prédit ça que ça va arriver nécessairement. Mais ça, c'est la preuve que... En fait, je suis sûr que quand je parle avec des journalistes, là, ça m'arrive que ce qui se passe dans ma tête, c'est que ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un concept de notation en mathématiques, c'est du set notation. Puis tu dis, il y a 2 ensembles, il y a les crashs boursiers, puis il y a les récessions. Généralement, tu as un overlap presque parfait des récessions avec les crashs boursiers, mais tu as une grande partie des crashs boursiers qui ne sont pas des récessions. Il y a un opérateur mathématique qu'on utilise, c'est set et proper, subset and proper subset, qui sont 2 manières d'écrire différentes. Ben, un proper subset, c'est-à-dire que tous les éléments de 1 sont dans l'autre. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas tous les éléments de 1 qui sont dans l'autre. Quand ça arrive, là, le problème, c'est quand ça arrive, les gens ont de la difficulté à distinguer les deux. Et fréquemment avec les journalistes, quand je dois parler des journalistes de croissance économique, puis tout ça, puis de récession, 9 fois sur 10, c'est exactement ça. Ils ont fait l'espèce de corrélation dans leur tête où ils voient qu'il y a effectivement une juxtaposition des 2 trucs, mais qui ne sont pas capables de voir qu'il n'y a pas une relation automatique. Moi, c'est ça, mais quand tu vois qu'il n'y a pas une relation automatique, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose d'autre que la bourse. Parce que si c'était la bourse qui drivait tout, tu verrais beaucoup plus de volatilité dans la production. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la bourse, c'est une gestion des expectations que les gens ont à l'égard de comment allouer le capital dans un nombre assez limité de firmes, hein, parce qu'il ne faut pas penser que c'est toutes les firmes sur le marché. C'est les firmes qui ont des actions échangées, étant donné le coût de s'inscrire sur la bourse, relativement à toutes les autres entreprises dans le reste de l'économie. Ce que tu vois là, ce n'est pas exactement un microcosme très efficace. Puis en fait, ça arrive des fois que... Puis en fait, il y a un exemple que le type de firme change aussi parce que quand tu es dans une période expansionniste, l'argent, le capital est facile d'accès parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent investir sur le marché. Ben, tu as plus de firmes qui vont vouloir être publiques, tu en as moins qui vont vouloir être privées. Puis éventuellement, quand tu as une contraction du marché, les investisseurs paniquent, retirent leurs billes, donc tu es dans une situation où le capital devient difficile d'accès. Ben là, il y a de plus en plus de gros fonds d'investissement, les hedge funds, appelez ça de la manière que vous voulez, les private equity, qui vont arriver, ils vont dire « Hey, you know what? Nous autres, on va t'acheter, mais on va te retirer du marché. Parce qu'on a une aubaine, puis on va vous restructurer, des choses comme ça. » Fait que t'es vraiment... C'est même pas quelque chose qui est constant dans le temps, la bourse, d'une certaine façon. Oui, puis non seulement ça, mais des fois, tu peux avoir des expansions boursières qui sont un signe de décroissance à venir. Puis le meilleur exemple de ça, c'est Bernard Baudreau, qui est un prof à Laval, qui est un historien économique, puis un ami. Là. Mais Bernard est super à gauche, soit dit en passant. Là, juste pour donner un disclaimer, c'est pas un gars de ma gang. Bernard, il n'arrête pas de me traiter de néolibéral pour rire de moi, puis moi, je le traite de socialiste. Mais vous respectez un petit peu. Non, mais je l'admire, en fait, parce qu'il est vraiment un excellent économiste, un excellent professeur. Et il y a un article dans un journal, dans l'histoire économique, que lui a écrit, qui s'appelle « Discriminating between tariff bill-based theories of the stock market crash of 1929 ». Puis ce qui souligne, c'est que le grand tarif de 1929 aux États-Unis, c'est le tarif Smoot-Hawley qui était vraiment mauvais. C'était la plus grosse augmentation des barrières tarifaires de l'histoire des États-Unis en pourcentage. Genre, c'est gigantesque. Dans la vie du monde, c'était quoi exactement ça? C'était... qu'est-ce que tu veux dire dans la vie du monde? Je veux dire, le tarif, c'était quoi ce tarif-là? C'est des barrières tarifaires, genre des trucs, des taxes à l'importation. OK, il n'arrêtait pas d'en ajouter en 1929. Il en a ajouté comme un paquet en 1929. Okay. C'est comme si, en gros, là, tout ce que tu importais du jour au lendemain, je pense que l'augmentation moyenne, là, du tarif moyen, c'était comme 35 %. C'est une grosse augmentation de taxes. Genre de track, mettons qu'on avait un deuxième mandat de Donald Trump, on s'en allait là tranquillement. Là. Mais moi aussi, je voudrais faire ça au Québec. Là. C'est bon, ça, les taxes sur l'importation.
Écoute, Tout doux, François. Écoute, François, retourne faire tes cours à HEC, là, puis continue. Au pire, tu iras voir Pierre Fitzgibbon si ta business ne marche pas. Justement, j'ai demandé à Pierre qu'on fasse pousser des ananas à la Côte-Nord. Là. Ça une petite subvention. Là. Hey, on ne pouvait pas commencer la nouvelle année sans une imitation de François Legault par Les ananas à la Côte-Nord. Attends. Là, attends, on va mettre deux choses de côté. On va répondre à. Parce que ce que tu viens de dire, il y a une couple d'années, je ne sais pas s'il y en a il y a sûrement dans les auditeurs quelques personnes qui savent qui est Axel Rioux, qui est un personnage, qui est un gars connu un peu de la droite. Là, mais, Cabinet du premier ministre, je ne me trompe pas. Hein? Oui, à un moment donné, on avait fait un événement qui s'appelle le Parlement étudiant. Puis Axel, c'est parce que Axel, le gars, il n'a aucune expression faciale. Il est comme le gars qui est capable, tu sais, l'humour deadpan, qu'on dit en anglais, il est capable de sortir des quotes. Puis c'est drôle, mais il ne flinche pas. Puis à un moment donné, il parle, quand on faisait cette espèce de truc-là, quand ça fait maintenant, je pense, 10 ans, puis il dit il faut faire pousser des ananas à Longueuil. Les ananas de Longueuil, les bananes de Longueuil seront une des choses. Et il est deadpan. Là. Il n'y a aucune inflexion dans sa voix. C'est une livraison là, vraiment monotone. On est tous en train de rire. Puis depuis, dans ma tête, ce qui reste, c'est les bananes de Longueuil. Il faut faire pousser des bananes à Longueuil. Puis il disait, la taille, ce n'est pas un problème pour les bananes. Ce qu'il faut, c'est le fleur de lys. Quelque chose comme ça. Puis c'était exagéré, mais avec le deadpan qui faisait que ça avait l'air sérieux. Mais c'était pas sérieux pantoute. Puis là, tu dis les ananas de la Côte-Nord. J'ai pensé à ça. Puis, sais-tu quoi? Je suis sûr que à un moment donné, le François Legault est tellement ridicule sur ces affaires-là que je ne serais pas surpris qu'éventuellement, il fasse une erreur comme ça. Parce qu'il y a un équivalent. Ça, c'était Hillary Clinton il y a une couple d'années. Pour tous ceux qui sont à droite, il y a la fameuse pétition des chandelles de Bastia. Où est-ce que Bastia, il dit, pour protéger l'industrie de la chandelle, il faut border nos fenêtres pour pas que le soleil, ce concurrent déloyal, vienne détruire notre industrie de la chandelle. Mais une pétition qui est une satire à toute fin pratique. Oui. Et tout le monde qui a un petit peu, qui lit un peu les trucs de droite, ont vu passer la pétition des chandeliers de Bastia. C'est un truc du 19e siècle. Mais il y a une fois que le réel a rencontré la satire, Hillary Clinton, comme sénatrice, propose un bill de protection tarifaire des chandeliers aux États-Unis quand elle est sénatrice. Et elle dit la concurrence déloyale de certaines industries et dans le temps, était sénatrice, donc on parle pré-2008. Le temps, c'était les vieux blogs sur Blogspot puis tout ça. Là, dans le temps que ça commençait, tu n'avais pas Twitter encore. Je pense que Facebook venait juste de naître. Mais je me souviens que ça avait explosé la diffusion des jokes d'économistes. Hey, regarde, finalement, ça s'est passé. Ben, François Legault, je suis sûr qu'il serait capable de faire quelque chose comme ça. Ben, c'est ça qui est si drôle avec mes imitations, c'est que j'exagère pas tant que ça. Ben, non. Non, mais c'est parce que ça fit avec le truc que Yann disait. Éventuellement, il y en a une qui va vraiment se tirer. Il va y avoir une ferme hydroponique sur la Côte-Nord qui essaye une serre qui essaye de construire une ferme verticale. Puis ils vont dire, on va essayer de faire pousser des choses locales. Puis ça va inclure des ananas. Puis, bon, François Legault n'aura pas autorisé ça, mais Pierre Fitzgibbon, qui aime ça donner des subventions à gauche puis à droite, comme on distribue... l'amour. Au Parlement. Whatever. J'ai essayé de trouver quelque chose de grossier, mais je n'ai pas envie. Éventuellement, il y a une subvention qui va atterrir dans une ferme à Nungava ou quelque chose comme ça, puis que ça inclut que le gars il fait pousser 1 ou 2 ananas, puis là, Frank va avoir eu raison. Limiter comme ça. Mais c'est ça que j'ai le plus peur des fois en inventant ces trucs-là. Ça vient à leurs oreilles, ils vont faire hey, c'est une bonne idée. Ouais, mais les ballons dirigeables ou ben non, les ananas à Côte-Nord, c'est quoi qui est réellement pire? Là? Ben écoute, le ballon dirigeable, celle-là, sérieusement, quand ils ont commencé ça, sais-tu qu'est-ce que j'ai entendu? Tu sais, as-tu déjà vu la clip du Hindenburg qui collapse? Oh, the humanity! Le gars qui dit ça avec la vieille voix des années 30, là, c'est exactement ça que j'entendais. Le gars parce qu'il y a un anglais parfait, le gars, quand il fait la narration de ça, puis ça a presque l'air surréel à cause de sa voix, puis tu vois le truc partir en feu. Bon, c'est sûr que je pense que ça serait fait avec de l'hélium cette fois-ci, pour vrai,
au lieu du matériel qu'ils ont utilisé. Mais j'imaginais juste ça. The humanity! Le gars qui crie la fin du monde en voyant un dirigeable partir en feu, mais c'est juste que moi, je vois l'argent des contribuables partir en feu. Fait que c'est la même réaction. Mais en tout cas, pour revenir à l'article sur la bourse, l'augmentation de tarifs était vraiment gigantesque. Et Bernard, ce qu'il a fait dans son article, c'est regarder comment est-ce que le marché financier comment est-ce que la bourse de New York a répondu à l'annonce parce que le tarif a été débattu pendant 1 an et demi à peu près. Fait qu'il y a eu un long débat. Et ce qu'il a regardé, c'est les nouvelles quant à l'adoption du tarif. Est-ce qu'il y a des nouvelles qui faisaient que le tarif devenait plus positif? Donc, il y avait des chances que ça passe pour vrai. Est-ce que ça augmentait la valeur des actions ou est-ce que ça les baissait? Puis, ce qu'on a observé, c'était que chaque fois que tu avais des chances que le tariff bill, la loi qui augmente les taxes à l'importation, chaque fois que ça passait, les marchés financiers répondaient positivement parce que les compagnies qui étaient à la bourse disent « Ah, tu vois, c'est une bonne chose pour moi. Moi, je vais avoir moins de concurrents. Moi, je vais avoir... » Donc, mais le perdant, c'est le consommateur. Bien, c'est ça. Et non seulement ça, mais tu fais un survey de toute la littérature et tu demandes aux économistes leur opinion sur le tarif. Donc, ceux qui ont étudié la question, il n'y a aucun économiste qui dit que c'était une bonne chose. En fait, à l'époque, il y a eu une pétition qui avait été signée par comme 700 économistes disant « Il ne faut pas que tu passes ce tarif-là, Monsieur le Président, c'est vraiment pas une bonne idée. » Puis je dis ça de même, à l'époque, il y avait à peu près 700 économistes total. C'est comme, ils ont tous signé. Puis le libre-échange était aussi fort parmi les économistes de l'époque. C'était aussi bien compris de leur côté. C'est encore compris aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, on fait plein non, de mon point, c'est que je pensais que c'est quelque chose qui avait été, honnêtement, je pensais que c'était quelque chose qui avait été plus réfléchi dans les années 60-70, le libre-échange au niveau des économistes. C'était quelque chose qui, à l'époque, était déjà bien étudié, dans le fond. Non, pourtant, moi qui pensais que les politiciens... ils ne se basaient que sur les recommandations de la science et des experts. C'est ça qu'on nous dit. Sure. On va juste... Yeah, Peux-tu le faire avec la voix de François Legault? Ah oui, comment, garde-moi. Je veux mon cadeau de Noël. Nous autres, on se fie qu'aux experts. Là. C'est pour ça que j'ai demandé au docteur Arruda de préparer un sérum, là, que les bananes de Longueuil vont être bleues, mais qu'on les injecte avec ça. Merci, Frank. Non, mais tu sais, ça revient un peu à la même chose qu'on parlait dans le début du podcast. Tu sais, quand tu regardes les données sur la liberté dans le monde, puis mettons que tu t'en vas à la fin des données, tu fais juste regarder, bon, OK, les 5 pays les plus libres versus les 5 pays les moins libres. Et puis là, tu as juste à te poser la question, où est-ce que j'aimerais mieux vivre? En Suisse, en Nouvelle-Zélande, au Danemark, en Estonie ou en Irlande, ou en Égypte, au Soudan, au Yémen, au Venezuela et en Syrie. Il me semble que la réalité parle d'elle-même. À partir de ce moment-là, comment tu peux faire puis arriver puis dire, nous autres, là, on va mettre des lois privatives de liberté, puis on va faire des trucs privatifs de liberté. Il me semble que les faits sont là pour montrer que ça ne fonctionne pas ou que c'est pas désirable de vivre dans ces places-là. Même chose pour les tarifs, la liberté économique, puis toutes ces autres dimensions-là dont on parle. Il me semble que il aime ça utiliser ça, là, la science est settle. Il me semble que le consensus est pas mal là en économie, qu'y aller vers moins de liberté, autant socialement qu'économiquement, ça donne pas des bons résultats. Ça, on va conclure. Attends un petit peu. On va conclure le podcast sur YouTube là-dessus. On va commencer dans quelques secondes le bout Patreon, où est-ce que, généralement, Vincent est légèrement moins généreux. Non, je suis plus grossier. OK. Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon/iSénéchal, c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à Ciel FM, à CFX, que ce soit la Pilule Rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore
toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur patreon.com. Ça nous aide énormément à être stimulés à vous produire plus de contenu.